Shalom à toutes et à tous, avec une pensée très forte pour nos soldats, pour la réussite du Ham Israël, Bezrat Hashem. On se retrouve grâce avec Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve avec Ariel Assaf, guide pour ceux qui n'ont pas encore compris. Et tu avais prévu de nous parler des tankistes de Kippour de 1973, il y a 50 ans et quelques jours. Merhabad. Bien, alors, shalom tout le monde, et on espère le shalom et surtout la victoire rapide. Quand Midreshet Yehuda m'a proposé cette conférence, bien sûr, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Et donc, j'avais pensé parler de la guerre de Kippour, dont c'est maintenant les 50 ans. Dans les jours que nous vivons, c'était les jours des premiers combats. Bien sûr, la situation a changé et donc j'ai un petit peu changé la présentation pour faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, pour essayer de comprendre où on en est par rapport à ce qui s'est passé à la guerre de Kippour. Alors, on entend beaucoup de choses dans les médias, que même des héros de la guerre de Kippour qui disent qu'aujourd'hui c'est pire que la guerre de Kippour parce que Israël n'a pas été, la guerre de Kippour n'a pas été attaquée dans ses frontières, mais sur les frontières, que la guerre était entre des armées et des soldats. Là, ce sont des sauvages qui viennent dans nos villes massacrer des civils. Donc, d'un certain côté, c'est plus grave ce qui se passe aujourd'hui. La catastrophe est plus grave que celle du Kippour. D'un autre côté, il faut se rappeler que la catastrophe du Kippour, c'est Tsahal qui était à deux doigts d'être en rupture et que on manquait de munitions, on manquait d'armes, énormément de chars détruits et que les Américains avaient mis en place un pont aérien pour sauver l'État d'Israël qui était à deux doigts d'après certaines sources, d'utiliser une option atomique. Donc aujourd'hui, il serait très grave ce qui se passe, mais on n'est pas dans cette menace existentielle de 1973 où Moshe Dayan, qui était le ministre de la Défense, annonce la destruction d'Israël. On ne parle pas de destruction d'Israël, on parle bien sûr de choses très dures. Je ne minimise pas du tout l'ampleur de la catastrophe, mais Tsahal est aux commandes, même si au niveau du haut commandement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Je me demande encore toujours qu'est-ce qu'on fait à Gaza. Est-ce qu'on fait quelque chose, on continue à aplatir des maisons comme on a fait depuis des années. Donc, il y a des questions qui se posent, mais on n'est pas dans la situation de 73 où les chefs du gouvernement apparaissaient à la télévision pour annoncer la fin de l'État d'Israël. On est dans une situation très difficile, heureusement. Comme à la guerre de Kippour, ce sont des soldats, des civils qui, avec une bravoure dingue, se mesurent à l'ennemi et donnent la réponse. Alors, on va peut-être brancher la diaporama et bien sûr, on va faire des comparaisons un petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui. Pardon. Bien. Donc, on était attaqué ce jour de Shabbat, Simchat Torah, et la réaction a été rapide, la réaction des soldats qui sont venus sur place, je dis pas assez rapide, elle aurait pu être beaucoup plus rapide, mais rapidement, on a commencé à comprendre ce qui se passait et le peuple s'est mobilisé et pour éliminer les terroristes qui s'étaient infiltrés chez nous et pour les repousser. Et le peuple s'est mobilisé pour aider les soldats. Alors ça aussi, il faut se rappeler, il faut le dire, parce que c'est quelque chose de très important, cette mobilisation formidable du peuple d'Israël qui montre qui est ce peuple d'Israël. On était tellement divisés avec toutes ces... On se rappelle où on était à la veille de ces fêtes de Tishrei. Et Baruch Hashem, que Ish Echad Belev Echad, tout le monde se lève pour aller sauver l'État d'Israël et ses citoyens de ce qui se passe. Alors, à gauche, là, vous avez l'image je ramène des images que vous avez vues, mais c'est important de remettre un peu le contexte, de remettre les choses dans l'ordre. Donc, cette mobilisation des civils pour
Donc, les civils se mobilisent pour apporter leur soutien aux soldats, pour leur amener tout ce qui leur manque. Je rappelle que beaucoup, là, on a vu sur le film, leur jeter des mamtakim, des friandises, mais beaucoup ont été rappelés pendant le Yom Kippour, pardon, pendant Simchat Torah, sont partis comme ils étaient, et donc les, les civils leur apportent des sous-vêtements pour se changer, des produits des shampoings et des savons, des chargeurs pour leur téléphone pour qu'ils puissent rester en contact avec leur famille. Donc, c'est une mobilisation magnifique du peuple d'Israël. Dans la photo du centre, vous voyez quelqu'un qui est allé amener, qui raconte son histoire, où il est allé amener du ravitaillement aux soldats. Et le soldat disait, j'ai pas besoin de nourriture, j'ai besoin de tzitzit. Et comme le gars qui est venu amener de quoi manger n'avait pas prévu de tzitzit à distribuer, il a dit, j'en ai qu'une, j'ai le mien. Alors, il a donné son tzitzit au soldat qui lui dit, viens, on va prendre une photo. Et quand je reviendrai de la guerre, on pourra sur le dos vous prendre une photo et montrer comment ces tzitziot m'ont sauvé. Je peux dire que j'étais hier à l'entrée d'une base où les soldats s'organisent pour la suite des événements. Et effectivement, il y avait là-bas des civils qui ont amené de la nourriture. Il y avait des stands, il y en a qui faisaient des brochettes, etc. Il y avait d'autres qui ont amené des chargeurs, des chargeurs de téléphone et des câbles. Et sont arrivés d'autres encore avec des paquets entiers de livres de Tehillim et de tzitzit pour les soldats. Et il y avait une demande. Euh, justement, là j'ai amené maintenant le témoignage d'un de nos fils qui a été rappelé et qui raconte, il a écrit un post sur Facebook, il raconte ce qui s'est passé, comment d'abord rappelé en pleine fête, il n'était pas chez lui, il était chez sa sœur avec sa famille. Donc rappelé en pleine fête, il est parti directement. Il y a un résident local du kibbutz de Beth Rimon qui lui a proposé un stop pour rejoindre son unité. Et donc, il part comme il est en habit de fête pour rejoindre son unité. Et le conducteur de la voiture s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Et mon fils voit un soldat en train de faire le plein et lui dit, est-ce que par hasard tu aurais un uniforme pour moi? Et l'autre ouvre son sac et lui donne un uniforme. C'est l'uniforme de cet inconnu rencontré sur une station-service que notre fils va s'engager. Après, il raconte qu'on leur amène à manger, qu'on leur amène, pour lui, le plus important, c'était un chargeur de téléphone pour qu'il puisse rester en contact avec sa famille. Et après, arrivent des chassidim de Breslav qui leur amènent des livres du Rabbi Nachman pour leur donner la foi et la force et de la pizza. Et alors, il s'avère que leur véhicule tombe en panne et il faut donc appeler un dépanneur qui va aider les Breslaverines à redémarrer de là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé au milieu de nulle part dans le nord? Eh ben, on allume les haut-parleurs et on commence à danser. Et dans la suite, les soldats dansent. C'est l'ambiance encore de Shabbat dans le nord. Et dans le sud, c'est un peu différent parce que là-bas, les combats ont commencé directement, alors que dans le nord, c'était dans un premier stade, c'était juste s'organiser, se déployer dans le nord. Maintenant, malheureusement, on entend qu'il y a aussi des escarmouches dans le nord et on ne sait pas encore pour l'instant vers où ça va. Bon. Ces photos qui reviennent à chaque guerre où des milliers d'Israéliens reçoivent leur acte de mobilisation quand ils sont à l'étranger, ils se ruent vers les aéroports et que le peu d'avions qui fonctionnent vers Israël encore les ramènent, ou alors l'armée qui a carrément envoyé des avions militaires pour récupérer ces réservistes qui viennent rejoindre leurs unités pour défendre Israël. Donc, Am Israël Chai, que ce soit les soldats qui se mobilisent, les réservistes, les civils. Pardon. Et j'arrive donc à la guerre de Kippour. À la guerre de Kippour, je rappelle que la carte de l'État d'Israël basée à gauche est beaucoup plus étendue que ce qu'elle est aujourd'hui. Tsahal se trouve jusque dans tout le Sinaï jusqu'au canal de Suez. Les forces en présence ont pesé environ 400 000 soldats arabes à 400 000 soldats israéliens, environ 3 000 chars de chaque côté, environ 800 avions de chaque côté. Mais ce qui est très différent, c'est que ça, c'est les forces en présence, mais ce n'est pas l'État, ce n'est pas ce qui se passe à l'ouverture de la guerre. Quand on est surpris le jour du Kippour sur le Golan, il y a 300 chars face aux 2000 chars, aux 1500 chars syriens.
Le combat s'engage à 1 contre 10. Les conditions de départ sont très mauvaises puisque l'armée d'Israël a encore du matériel et des hommes, mais ils ne sont pas là. Et que, en fait, c'est les soldats du régiment qui sont restés dans leur campement pendant Yom Kippour qui, eux, vont absorber le premier choc. Alors là, on voit maintenant la carte du Golan sur la gauche. Vous voyez l'attaque syrienne qui se fait par le nord du Golan et par le sud du Golan. Ce que vous voyez, c'est déjà la contre-attaque du 6 au 10 octobre où Israël va amener des forces qui vont venir du reste du pays pour repousser les Syriens. Mais au départ, ils ne sont pas là. Le premier choc va être encaissé uniquement par les soldats du contingent qui étaient restés, donc des jeunes qui n'ont aucune expérience de combat. C'est leur premier combat. Ils sont jeunes et c'est eux qui vont devoir contenir les Syriens le temps que les renforts arrivent. Alors déjà, il y a un problème numérique. Il y a maintenant à gauche 1400 chars de fabrication russe par rapport aux 200 chars Patton et Centurion américains, anglais, surtout les Centurion de l'armée israélienne, comme l'armée appelle les tank shot. Et j'ai mis sur l'image une flèche qui montre quelque chose qu'ont les chars russes, qui malheureusement n'ont pas les chars israéliens à l'époque, c'est des projecteurs infrarouges qui permettent de voir la nuit. Donc les tanks israéliens sont aveugles de nuit alors que les tanks arabes peuvent voir la nuit. Les Arabes arrivent avec des quantités incroyables de missiles anti-tanks, quelque chose qui est entièrement nouveau. Donc il ne s'agit plus d'un tank contre un tank, mais il s'agit de chasseurs de tanks, de troupes d'infanterie qui tirent des missiles contre les tanks. Toutes ces choses-là pour lesquelles on n'est pas préparé. Donc une infériorité numérique, une infériorité technologique. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en supériorité numérique, en supériorité technologique. On a des problèmes, je ne dis pas, mais on n'est pas dans la situation du Yom Kippour. Bien sûr, beaucoup de blessés, ça malheureusement, c'est des images qui reviennent, les blessés, les tués. Et donc, j'ai décidé de parler de tankistes. Donc là, vous avez d'abord 2 personnes qui apparaissent, il y en aura encore d'autres dans la diaporama. Quelqu'un qui s'appelle Avigdor Kahalani, qui est lieutenant-colonel, qui se trouve sur le Golan, qui est à droite. À la gauche, c'est Cal Greenblatt dont on va parler. Ils ont été décorés et médaillés. Ce n'est pas pour dire que les autres ont été moins importants dans leur combat, mais sur eux, ils ont écrit des livres, beaucoup ont été racontés, donc je prends comme exemple. Et j'ai ajouté encore Uriel Chefetz, qui lui est un civil. Alors c'est tout à fait une histoire différente. Lui n'a pas été, pardon, lui n'a pas été rappelé. Et il est civil, il va se porter volontaire, bénévole sur le front, et on parlera encore d'autres personnages. Alors, commençons par Avigdor Kahalani. Avigdor Kahalani, lui, il est commandant d'un bataillon de chars sur le Golan, Oz Shivim de Sheba. 77, c'est le numéro de son bataillon. Oz, la bravoure, c'est la même matria, Ein Zain 77, donc Oz 77, c'est le nom de son livre aussi. Et donc, il raconte comment avec très très peu de chars, beaucoup de chars sont détruits, mais il bloque l'avancée des Syriens dans le nord du Golan. Pendant les combats, son frère va être tué, lui, comme commandant de chars dans le sud, sur le front égyptien. Et Kahalani raconte un peu son histoire. Il y a aussi un film, on peut voir sur le lieu des combats, sur le Golan, il y a un film qui a été filmé, qui est projeté au kibbutz Meron Golan, qui raconte les combats de Oz Shivim de Sheba. Je vous en ai amené 2 extraits. On va les regarder ensemble. Le premier, traduit en français, alors là on a de la chance. בוקר היום השלישי למלחמה, 9 באוקטובר 1973, רושם קצין המודיעין של חטיבה 7 ביומן החטיבה. מצבנו חמור, אנחנו על סף ייאוש. ראיתי טנק נעמד מימיני, והאור בלם שלו, האור האחורי דולק זוהר, והוא עוד רגע יחטוף פגז. בדקתי, אצלי
אבל לא כולם עונים, אנחנו לא יודעים מי נפגע ומי לא נפגע. אני רוצה שתוודאו טנק אחרי טנק. כאן 2, אני אחראי אישית שכל הטנקים שלי קיבלו רוץ. לא ברור לי מי זה הטנק הזה. אני מצודד את הצריח לכיוון של הטנק. אני מוודא שיש פגז בקנה. אחד טנק קוד. אני רוצה שהטנק שלך יהיה מוכן להעיר בזרקור על הטנק שעומד מימיני עבור. כאן אחד. האם אמרת להדליק זרקור עבור? וכמו שהוא מדליק את הפרוז'קטור, אני מזהה T-55. והטנק עולה באש. התחיל לגרור. בבטן אני חש, אולי טעיתי. וההרגשה הייתה נוראית. אולי מיהרתי. וכמובן פוגע. כאוס. Donc, on nous parle de chaos. קוד עבור, כאן אחד בית. אחד בית, תנועה, תעמוד בפתח הוואדי עבור. אחד בית, אין לי תחמושת, עבור. כאן קוד, הם לא יודעים את זה. תעמוד שם שיראו אותך, אני חוזר שיראו אותך עד סוף. יכול להיות שברגע זה שלחתי את האיש של המוות. תחנות שוטר, לעלות לעמדות, לעלות לעמדות. אף אחד לא זז. מי שומע אותי שירים דגל? 20 כאן דגל! כאן 20, לא מצב. אויב לוחץ אותי באגף, אויב הקציני מתחיל לתפוס אותי מאחור. תחנות שוטר, ישרו קו, לעלות לעמדות, לעלות לעמדות. קיצון כאן דגל, קו אדום, לא יכול להחזיק את זה. כאן 2 עבור, יש עליי תופעים כבד. אני רוצה להתקדם קדימה, יש לי בעיה רצינית עם כלים שלא בהאזנה עבור. צריך ארטילריה. אז אני אומר למפקדים שלי, תסתכלו, חסו למלחמים. אני כרגע במגע קרוב מאוד, יש לה תחנות שוטר, לא יכול להחזיק אותי שוטר כאן דופקות. תראו באיזה עומק, האויב מולך מולנו. אם אנחנו לא דופקים אותם, אין עוד מי שיעצור אותם. אני לא מבין מה קורה לנו. אנחנו חזקים מהם. אני עולה לעמדה. מי שרוצה, שיבוא איתי. בוקר היום השלישי Avigdor Kalani a réussi à motiver ses forces et il monte à l'assaut et il contient les Syriens qui n'arrivent pas à percer dans la zone où il a été. Je parle de cette bravoure et c'est cette bravoure qu'on entend de nouveau dans tous les jours, dans les histoires qui nous parviennent à travers les combats qu'il y a dans le sud. Je reviens sur cette histoire, c'est pour ça que je l'ai choisi dans le film, ce morceau où Avigdor Kalani dit à un de ses tanks, monte et mets-toi dans le passage. Et le tank lui répond, je n'ai plus de munitions. Et quand il lui répond, les ennemis ne le savent pas, la suite de l'histoire, elle n'est pas dans le film, mais dans le livre, il le raconte. Qu'effectivement, arrive une colonne syrienne de 10 tanks face à un tank qui n'a plus de munitions. Mais les Syriens approchent et ils voient à droite un tank syrien détruit la veille, à gauche un autre tank syrien détruit la veille. Eux ne le savent pas, ils voient ce char qui pointe un canon vers eux, ils pensent que c'est lui qui a déjà détruit les autres, on ne va pas prendre le risque, et ils font demi-tour et s'en vont. Et donc ce char qui était sans munitions, mais avec la bravoure de ces soldats, de ces jeunes, qui se sont mis à percer avec leurs canons menaçants et qui ont fait fuir les Syriens malgré qu'il n'y ait plus de munitions. Alors c'est cette bravoure qui reste la bravoure des combattants de l'époque et la bravoure des combattants d'aujourd'hui. C'est qu'à Greengold, lui, c'est tout à fait une autre histoire. Lui est un officier du contingent, un jeune officier, un commandant de compagnie, qui a quitté son poste, il a fini le commandant de compagnie, il a quitté, il attend une nouvelle affectation, en attendant il est en vacances, il a des vacances à la maison, il est au kibbutz et il entend que la guerre a éclaté et il n'a pas été rappelé puisqu'il est entre deux unités, il n'appartient à aucune unité officielle. Il arrive sur son ancienne base de Golan. Un officier supérieur le voit, lui dit « Ah, c'est formidable, on vient de remettre en état 3 chars détruits, prends-les et organise une force pour freiner les Syriens. » Il prend ces 3 tanks, il crée une équipe. Je rappelle que les tanks se battent en meute, c'est comme les loups, les tanks, leur force, c'est dans la meute, et là, ils viennent avec 3. Très vite, 2 seront en partie détruits, et c'est avec un tank que celui-là continue à se battre pendant toute la nuit.
Il apparaît sur les ondes comme Quartzvika, la Fortzvika. Personne ne sait ce que c'est. Dans le chaos qu'il y avait, le commandant de la région nord est sûr qu'il y a encore une force qu'il ne savait pas, qu'il ne connaît pas, parce qu'il y a encore une dizaine de tanks qui se battent, alors que c'est un tank tout seul. Plus tard, il y a d'autres tanks qui le rejoignent, et il se joint à eux pour continuer l'attaque. Quand les autres tanks seront détruits, de nouveau, il a changé 3 fois de tank, parce que chaque fois que son tank est touché, il change de tank, et à la fin, il est de nouveau seul. Il est de nouveau seul, et alors il reçoit l'ordre du commandement que les Syriens sont arrivés à Nafar, qui est la plus grande base, la base du commandement de la région du Golan, et il reçoit l'ordre, fonce vers Nafar et contient les Syriens qui essaient d'attaquer le camp principal de Tsahal sur le Golan. Le texte qui est devant vous, c'est le texte de la médaille qui lui a été donnée après. Et nous, on va voir un extrait de petit film qui a été fait sur l'histoire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Le film que vous avez vu sur Avior Kalani, c'était les enregistrements de la radio de son unité. Donc, c'est des enregistrements réels. Bien sûr, le film a été adapté après, mais c'était tout ce qui était passé sur les ondes était enregistré. C'était les ordres qu'on entendait qui ont été donnés par Kalani. Là, il y a un petit film qui raconte, je pense, l'histoire de Tzvika Gringold. Là, malheureusement, c'est pas traduit en français. Et c'est pas très long, donc vous allez regarder. Quand je vois, on va voir le Tzvika Gringold qui reçoit l'ordre d'aller arrêter. ככה אני נכנס ופותח באש. כי הכלל זה שאם אתה לא יורה עליהם, אז הם יורים עליך. אמרו, מה שיש בנפח כרגע זה טנקים סורים, זה טנק אחד שלנו שמסתובב שם ויורה כמו משוגע לכל הכיוונים. זמן קצר אחרי שהגעתי, הצטרף אליי טנק נוסף, וככה שנינו יורים על הטנקים שנמצאים על הגדרות. פגענו בכל אחד מאיתנו, באחד, שניים, 3 טנקים סורים, ושם מעבר לגדר ראיתי את הצריכים של הטנקים של המילואימניקים שגם הם הצטרפו ללחימה הזאת, ופתאום נהיה שקט וסורים מתחילים לברוח. Donc, de nouveau, ce qui s'est passé, c'est que Tzvika n'avait pas été rappelé, il est venu de son propre chef, il a combattu pendant 20 heures, changé plusieurs fois de tank, chaque fois que son tank a été détruit, lui-même était blessé, et c'est seulement après 20 heures de combat qu'il a pu aller à l'hôpital. D'ailleurs, il ne va pas y rester longtemps, après quelques jours, il reviendra participer au combat. Et donc, cette bravoure incroyable de ces soldats de 73 s'est passée dans le sang des enfants et des petits-enfants de ces gens-là, qui aujourd'hui sont les combattants qui se battent. Et on a là l'histoire de Yoav Sheli, que j'ai lu cet après-midi sur Facebook. Je ne sais plus qui l'a publié. Yoav Sheli qui était dans cette fameuse fête dans la forêt de Re'im, là où il y a eu cette hécatombe des terroristes qui ont massacré ces jeunes qui étaient venus danser dans la forêt. Yoav Sheli, qui est soldat, qui est en vacances, a compris ce qui se passe et il fonce avec un copain du kibbutz de Be'eri, il fonce vers le kibbutz. Ils ont juste là-bas un pistolet et ils voient là-bas une voiture renversée. Ils voient un Israélien, un Juif qui a été assassiné et son arme est à côté de lui. Ils prennent son arme et avec son arme, ils abattent des terroristes. De là, ils continuent vers la maison de son ami. Et alors, ils sont plusieurs amis. Il appelle, Yoav et son copain qui est le kibbutz Be'eri appellent les gens de la défense de Be'eri. Ils se regroupent ensemble. Yoav leur dit, mettez tous des habits, puisqu'ils étaient en habit ils faisaient la fête dans la forêt. Mettez des uniformes pour qu'on comprenne qui sont les soldats de Tsahal, pas qu'on, par erreur, on vous prenne pour des terroristes. Donc, ils mettent des uniformes et ils commencent le combat à partir de la maison. Et alors, là, ils abattent une vingtaine de terroristes qui attaquent la maison. D'ailleurs, de temps en temps, ils font des sorties et pour sauver des gens, les ramener vers l'abri de la maison. Et comme ça, ils continuent le combat en allant vers les maisons proches et en sortant les civils et sous le feu, les ramener pour être protégés par eux. Il met aussi un des soldats en position sur le toit
bien sûr, ils utilisent des armes qu'ils ont récupérées sur les terroristes qu'ils ont abattus. Et à un certain moment, ils se rendent compte qu'il y a des soldats de Tsahal qui sont arrivés au kibbutz. Et par une grande chance, Yoav reconnaît un des officiers, il le connaît, il lui explique comment arriver vers la maison. Et à partir de là, ils vont se joindre à ces forces de Shaldag pour continuer la bataille jusqu'à ce qu'on entende aujourd'hui que Tsahal a repris le contrôle du kibbutz de Be'eri, malheureusement, avec le nombre incroyable de victimes qu'on a entendues. Donc, de nouveau, j'entends cette histoire, ça me rappelle énormément celui qu'a Gringold, qui était là par hasard et qui dit, eh ben, s'il y a la guerre, il faut que je rentre le faire. Et Yoav Sheli, qui était en train de fêter dans la forêt de Be'eri et qui a organisé la résistance, la forêt de Be'eri, mais qui organise la résistance dans ce kibbutz de Be'eri. Alors, un autre personnage que vous n'avez pas vu dans la première diaporama, mais quelqu'un qui a aussi écrit un livre et un film qui a été tourné, le Raphaël Sabato, de l'Yeshiva de Ma'ale Adumim. Lui a écrit un livre qu'il a appelé Teum Kavanot, régler les viseurs du tank. Il était tankiste, il était canonnier dans un tank à la guerre de Kippour. Ce livre a été traduit en français sous le titre Les Lunes d'automne. Vous pouvez le lire en français. Il y a un film qui a été tourné en hébreu. Mais je vais vous mettre aussi quelques images parce que ce qu'on voit bien dans le film, c'est le chaos qu'il y a au début. Quand ils viennent s'équiper et qu'ils n'ont pas encore compris, ils arrivent de la maison avec des loulavim et des etrogim parce que c'était Motzei Yom Kippour et que bon, la guerre va durer quelques jours et puis après il faudra fêter Sukkot. Quand ils arrivent pour s'organiser, alors tout est désorganisé, personne ne comprend ce qui se passe. Ils ont des équipements qui ne sont pas adaptés, ils ont les viseurs ne sont pas réglés. C'est là le nom du livre, Teum Kavanot. Lune d'automne, c'est parce qu'on est à Rosh Kilush Levanat, et on dit la prière pour la lune qu'on dit à la fin de Yom Kippour. Et on va voir un peu le foutoir de ces réservistes qui arrivent après le début de la guerre. Juste après ça. Le film raconte l'histoire d'une enquête qui est faite après la guerre. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, et là, c'est le Raphaël qui raconte l'histoire, qui témoigne devant la commission d'enquête. כן, חייל. ולאיזה... De quel jour veux-tu nous parler? על יום שני. Je vous parle du second jour, depuis le matin jusqu'au troisième jour. Quel lundi? Quelle date? מה פירוש באיזה תאריך? יום שני. C'est quoi quelle יום date? שני שאחרי יום הכיפורים, איזה עוד יום שני יש? Le Yom Kippour, il y a un seul lundi, le lundi qui était 2 jours après le Yom Kippour. תמשיך, בבקשה. במוצאי יום כיפור עלינו לכיוון הטנקים במחנה יפתח. אתה באמת חושב שעד סוכות עוד נהיה שם? זה אבא שלי, הוא הכריח אותי. האדמו"ר שלו אמר לו שלא יוצאים לדרך במוצאי יום כיפור בלי לקחת לולב ואתחול. אבא שלו גם אמר שכדאי שתלכו מהר. אין לך. חבר'ה, אתם השתגעתם. עד סוכות? סוכות? ביום ראשון בבוקר יצאנו מהימ"ח והתחלנו לעלות לרמה. ישראל, מה איתך? חוץ מסרבל בגודל מתאים. למעלה! קדימה, להניע, זוזים! רגע, אני באמצע טעות כוונות. אין זמן, אנחנו נעשה דרך כזה בשני. מי אתה? אני גידי, מתק שלכם. בואו. תגיד מאיפה באת פתאום? יש לך פרקנטי, אז תחלתי אתמול בערב. יואל, קדימה! לנוע! מה קורה? יאללה, חבר'ה! צאו! Le char monte vers le Golan. On est avec le char suivant, on ne fait rien, on a fait ça pour voler sur ce taquet. La ville Shabbat, et derrière, on a un char qui c'est comme la guerre de on attend quelques heures et on rentre à la maison. ככה בדיוק אמר בששת הימים. הכל בלגן בהתחלה ואחרי נסתבר שזה שום דבר. שוואיה. ימין החזק, תן גז. דרך אגב, אני רציתי רק להגיד לכם שאני אתאיסט גמור. פשוט ככה אנחנו כבר יוצאים יחד למלחמה, כדאי שתדעו. Donc, bon, ils voient face à eux un convoi de blessés qui descend et c'est là qu'ils commencent à comprendre ce qui se passe. C'est énorme là-haut. אחרי כמה שעות כבר הבנו על מה הוא דיבר. Quelques heures plus tard, ils ont déjà compris de quoi ils parlaient. Là, vous voyez les hélicoptères qui sont blessés.
là, on peut l'été, la chemise blanche, sur un bateau, il n'y a pas trouvé de licorne, il y a trouvé de chemise blanche, בשבת שלו עוד היה. ישראל. אפילו סרבל הוא לא הספיק ללבוש. עלה לעולם שכולו שבת. Rav Sabato, dans son livre Les Lunes d'automne, raconte des choses assez incroyables. Je voudrais commencer par ce qui est sur la colonne de droite. Quand ils arrivent, donc il y a un jeune officier, Guidi, qui leur dit « Je suis le nouveau commandant de char, vous venez avec moi », ils forment des équipes. Et voilà ce qu'il leur dit. Guidi leur dit on a 4 heures pour dormir et après on monte sur le Golan. Alors qu'on est tous crevés parce qu'ils ont mis les tanks en état de rouler, etc. Quand on est tous crevés, on va chacun dormir 1 heure. Et moi, je vais être le premier. De cette façon-là, après, j'aurai 3 heures d'affilée parce que je suis le commandant du tank, il me faudra de la force. Donc, je vais être le premier à monter la garde. OK, ils sont d'accord, ils commencent la garde. Et tout à coup, ils sont réveillés par leur chef de tank, Guidi. Allez, levez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On bouge, on se déplace. Ils se sont rendus compte que le chef du tank n'a pas du tout dormi. Il a fait en fait les 4 heures de garde de tout son équipage. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne nous as pas réveillés? Et il a dit, vous êtes tellement jeune et tellement fatigué que je n'avais pas le cœur de vous réveiller. Donc ça, ceci, c'est une caractéristique des officiers de Tsahal. Je parle des officiers des Varans. Dans les Orans, il se passe des choses qui sont assez incroyables, c'est autre chose. Mais quand on lit aujourd'hui aussi, malheureusement, les comptes rendus de l'armée, les listes des soldats qui sont tombés dans les combats de Gaza, le nombre des officiers est absolument effarant. On voit que c'est vraiment des officiers, des lieutenants, des capitaines, des commandants, des lieutenants-colonels qui, à la tête de deux hommes, attaquent à Gaza. Et il suffit de voir le nombre d'officiers dans les listes que ça a publié pour comprendre qui sont ces officiers. Moi, je laisse tomber ce qui est à gauche, c'est moins important. J'arrive là à quelqu'un qui est un personnage extraordinaire, mais qui est un civil en 1973. Il s'agit d'Uriel Chefetz. Uriel Chefetz, c'est une légende. On le retrouve dans tous les carrefours, à la croisée de toutes les guerres d'Israël. Il était dans la Marteret, dans les combats contre les Anglais avant l'État d'Israël. Il a été déporté dans les camps que les Anglais quand ils ont déporté les combattants de la Marteret. Je ne sais plus s'il était en Afrique. Je crois qu'il était en Afrique. Il a organisé l'évasion des camps de prisonniers des Anglais. Après, il était ingénieur, il a mis au point toutes sortes de systèmes dans l'armée israélienne. La dernière fois qu'on le verra intervenir, ce sera dans l'affaire des enfants de Maalot, cette école de Tzfat qui avait été prise en otage dans la ville de Maalot. On l'a retrouvé là-bas, donc on le retrouve partout. Et Uriel Peretz, lui, en 1973, à la guerre de Kippour, n'est déjà plus Milouim, n'est déjà plus en réserve, mais il dit qu'est-ce que je pourrais aider. Donc il prend sa voiture et il fonce vers le nord. Il arrive là-bas dans un camp qui est juste au bas du Golan. Il voit qu'il y a le foutoir le plus complet, personne ne va lui assigner de mission ou quoi faire, et donc il décide de son propre chef de prendre sa voiture et de continuer sur le Golan. Il arrive sur le Golan, il traverse le pont Geshavnot Yaakov, le pont qui monte sur le Golan, et il voit les artificiers de Tsahal en train de le miner, au cas où les Syriens arrivent jusqu'au Yarden, faire sauter des ponts pour éviter qu'ils ne puissent traverser le Yarden facilement. Et là, lui, il traverse et il arrive, il voit là-bas énormément de soldats blessés et on manque de secours, on manque d'équipes de secours. Et il prend des blessés dans sa voiture, il descend, il les amène au poste de secours à Rosh Pina, et il revient, il repart, il revient, et comme ça, il sauvera des dizaines de soldats. Personne ne l'avait envoyé là-bas, mais de son propre chef, il a pris sa voiture et il est allé évacuer les soldats. Et vous voyez ce qu'il y a la dernière ligne qui est en gros, Koach shel ish echad, une force d'un seul homme, chez Af echad lo giesoto, personne ne l'avait rappelé, chez Itzil Chayem, chez Esrot Anashim, qui a sauvé des dizaines. Alors ça, c'était Uriel Peretz à la guerre de Kippour. D'ailleurs, le Rav Sabato parle de lui dans le livre, parce que quand le tank du Rav Sabato est touché et que ils sont eux-mêmes, les soldats du tank sont blessés, et ils voient une voiture qui fonce devant eux, ils l'appellent, mais la voiture ne s'arrête pas, elle est déjà pleine de blessés.
Et après, il rencontrera un copain d'un tank à côté qui avait été touché lui aussi, et qui lui racontera que c'était la voiture d'Ouriel et que Ouriel avait récupéré le copain du Rav Sabato. Donc il en parle dans son livre de ce Ouriel Peretz qui fait des allers-retours avec une voiture civile. Il n'est pas du tout protégé, c'est pas un tank, c'est pas une voiture en blindé militaire pour aller sauver des blessés. Et de nouveau, ça, je suis obligé de mettre après ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la photo là de Menachem, je vais dire son nom, Elchanan, dont le nom va me revenir, nouveau qui prend son frère Menachem et son neveu Itiel, et qui décide de descendre à Gaza dans l'avant-cour de Gaza pour aider, ce sont tous les trois des soldats, ils ont des armes, ils sont des réservistes bien sûr. Et quand ils arrivent à Gaza, c'est le foutoir, ils se rendent compte que personne ne gère la situation, donc ils trouvent là-bas un véhicule militaire abandonné, ils l'utilisent et avec ce véhicule, ils vont aller se porter au secours de blessés et pour les emmener, les évacuer, les amener à l'arrière pour être soignés. Alors, et tout ça sous le feu pendant que les terroristes tirent, eux, ils transportent des civils blessés et les éloignent du champ de bataille pour les amener, bien sûr, des civils et des militaires, les blessés qu'ils trouvent. Et comme ça, ils vont faire sauver des dizaines, et disent cet article, même des centaines de civils et de soldats. Et du coup, ça a aussi donné des idées à d'autres qui ont la même idée de commencer à évacuer les blessés vers des centres de soins. Et à 10h30 du matin, un des officiers lui dire, ça fait déjà un jour, un dimanche matin, un jour que tu fais des allers-retours pour sauver des gens, il serait temps de prendre un peu de repos. Et Elchanan répond, mais non, il y a encore des gens à sauver. Et ils arrivent dans une maison où il y avait des civils qui s'étaient retranchés. Et là, malheureusement, les terroristes qui étaient aussi dans la maison ont ouvert le feu et l'ont abattu. Son frère a réussi à tuer le terroriste, mais ce n'est pas ça qui nous ramènera Jonathan. Et de nouveau, la phrase qui est tellement parallèle à ce que j'ai lu sur Ouriel Pérez, où Maître Gibor, il est mort en héros et personne ne l'avait appelé pour qu'il revienne. Seulement cet ordre moral d'aider ses frères en détresse. Alors je dis, c'est un tel déjà vu. Et on préparait cette conférence sur la guerre de Kippour. J'ai déjà fait une conférence l'année dernière et lire les nouvelles qui arrivent du front, il n'y a pas de front, qui arrivent des zones de combat. C'est à chaque fois, je lis des articles, on revient sur cette même bravoure, ce même sacrifice de l'âme Israël, et c'est pour ça qu'on sait que je retrouve qu'il touche Hachem à mot, Hachem et on gagnera, mais malheureusement le prix est très lourd. Je voulais de là aller encore dans quelques lignes vers le Sinaï pour une autre raison, pour ne pas parler des tankistes, mais parler des symboles de la guerre du Kippour. Parce que vous vous rappelez que la guerre du Kippour, sur la zone du canal de Suez, c'est les fameux Maosim, c'est Fortin qui devait protéger la zone du canal de Suez. Et la plupart de ces fortins ont été détruits ou contournés par les Égyptiens. Les derniers Maoz à se rendre, c'était le Maoz à Mézar, celui qui était au sud du canal de Suez. Et l'image qui a fait le tour des médias à l'époque, c'était les Égyptiens qui plantent leur drapeau sur ces fortins israéliens. Donc ça, c'est une photo de victoire. Vous connaissez ça malheureusement de beaucoup de champs de bataille. Malheureusement, heureusement, il y a des champs de bataille où cette image était une image qui nous a fait chaud au cœur. Là, ça nous fait mal au cœur. Mais l'image qui restait de nous du Moussava Mézar n'est pas celle-là, hein, mais celle-là. De Hillel Unsdorfer, un des soldats du Moussava Mézar. Le Moussava Mézar, finalement, après une semaine de combat, il n'a pas été pris par les Égyptiens, mais après que tout le monde soit tué ou blessé et que la situation soit désespérée, il décide de se rendre. Et Hillel Unsdorfer va partir avec le Sefer Torah. Et ça, c'est l'image qui va marquer Israël, de ce Sefer Torah qui part en captivité.
Il y avait d'ailleurs une émission à la télé, ce Sefer Torah, dont une partie nous était ramenée. אני רוצה מהמצלמה תמונה עם הספר. הספר הזה הפך לתמונה של מלחמת יום כיפור. מדהים. אנחנו נמצאים באוצר ספרי התורה של הרבנות הצבאית. נמצא כאן באוצר גם ספר התורה שחזר ממלחמת יום הכיפורים, ספר שנפל בידי הכוחות אני רוצה מהמצלמה תמונה עם הספר. C'est qu'on voit d'abord qu'on a reçu que la moitié du Sefer Torah. Si je me rappelle bien, la partie qui commence avec Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est le début de ce qu'il y a dans ce Sefer, dans cette demi-Sefer Torah qui nous a été rapportée en Israël. Mais ça avait été un grand symbole, et dans le film, ça raconte l'histoire de Hillel Nussdorfer qui demande au commandant du Motzav Mezach, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Alors, il dit, on prend ce qu'on veut. Ils ont demandé aux Égyptiens qui ont dit, vous prenez avec vous ce que vous voulez. Alors, le commandant a dit, on prend avec nous nos morts. Il dit, non, les morts, vous le laissez. Le rabbinat de Tzahal s'occupera des corps. Alors, les soldats prennent des affaires, quelques affaires avec eux, et Hillel décide de prendre le Sefer Torah. Alors, beaucoup disent, pourquoi le prendre? Laisse-le avec les morts, et la rabbinat le récupère. Et Hillel va répondre que beaucoup plus que nous protégeons ce Sefer Torah, ce Sefer Torah nous protégera. Effectivement, ce Sefer Torah a une grande importance, puisque cette photo qui a fait le tour du monde, c'est très important, puisque chaque soldat qui a été filmé, emmené comme prisonnier, c'était en fait une assurance vie, parce que les Égyptiens n'allaient pas assassiner froidement un soldat dont le monde savait qu'il avait été fait prisonnier par les Égyptiens, pour ne pas avoir de compte à rendre après. Donc, on sait que les Égyptiens ont massacré des prisonniers, comme les Syriens d'ailleurs. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des sauvages. Peut-être un peu moins que ce qui se passe aujourd'hui, mais ce sont des sauvages quand même. Mais les soldats qui ont été filmés, photographiés, eux, ont eu plus une assurance de revenir. On ne sait pas dans quel état, mais de revenir. Donc, ça a été très important de partir avec ce Sefer Torah. Et dans l'image, de rappeler qui est Israël, et dans la protection que ça donnait aux soldats. Du côté gauche, vous voyez aussi la reddition du Motzav Mezach, où un soldat qui s'appelle Avichai Peled, qui a aussi écrit un livre avec Shalom Basartai, qui raconte ce qui s'est passé. Et dans son livre, il raconte qu'avant de se rendre, il a demandé à l'officier qui commandait le Motzav est-ce qu'il avait des chaussures à lui donner. Le docteur Varbin, Nachum Varbin a donné des chaussures. Il y avait un peu d'eau qui restait dans une gourde. Il a dit, donne-moi l'eau, je veux me laver la figure, changer les habits pour arriver devant les Égyptiens de façon digne. Et Avichai Peled était blessé. Il a dit, non, surtout pas sur une brancard. Vous allez me soutenir et je vais, soutenu par 2 soldats, mais je vais sur mes pieds me rendre de façon digne, qu'on ne donne pas aux Égyptiens cette image de soldats vaincus, mais de soldats qui se rendent après une semaine où les Égyptiens n'ont pas réussi à prendre ce Motzav, bien qu'ils étaient des centaines et des milliers. D'ailleurs, regardez la suite de l'histoire. La suite de l'histoire dans le livre de Rosh Muram, qui raconte, dans le livre de Hillel, le livre s'appelle Hillel, de Hillel Nussdorfer, et il raconte, dans l'encadré qui est en bas à droite, que une fois que les soldats du Motzav Mezach se sont rendus et qu'ils ont été amenés par des barques militaires, des bateaux militaires égyptiens du côté ouest du canal de Suez, les officiers égyptiens ramènent le commandant du Motzav Mezach et le Hardinst et le médecin Varbin. Et alors là, ils commencent à creuser, ils amènent des pelles, ils commencent à creuser un peu partout. Et ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et les Égyptiens disent, on veut dites-nous où vous avez caché vos armes secrètes. Alors, Hardinst dit, les armes secrètes, on n'a pas d'armes secrètes. Alors, on dit, racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas 40 soldats et vous avez tenu tête pendant une semaine à l'armée égyptienne. On n'arrive pas à vous détruire, on n'arrive pas à vous dire qu'est-ce qui se passe, quelle arme secrète vous avez. Alors, Hardinst dit, on n'a aucune arme secrète. Et ce que les Égyptiens n'ont pas accepté, ils ont continué à chercher. Hillel Nussdorfer dit, moi j'aurais dû en profiter pour leur dire, nous avons une arme secrète, c'est l'aide que Kadosh Baruch Hu nous apporte et ce Sefer Torah qui est avec nous. Dans la suite de l'histoire, il raconte que ça s'est passé dans les règles, puisqu'il y avait des délégués de la Croix-Rouge qui ont supervisé la reddition du Motzav.
mais dans l'encadré en bas, je ne vais pas vous lire, c'est trop dur. Juste après, une fois que le délégué de la Croix-Rouge remontent dans leur voiture et disparaissent, alors là commence un déluge de coups et de matraquage des soldats par les Égyptiens, qui sont les bêtes qu'ils sont. Et je dis, les photos officielles ont été leur assurance vie, ils n'ont pas été massacrés par les Égyptiens, ils ont été énormément battus et frappés par les Égyptiens, piétinés par les Égyptiens, etc. Alors, de nouveau, j'ai amené une histoire d'aujourd'hui dans les combats du sud d'Israël. Si j'ai parlé là du Sefer Torah comme symbole, alors là, c'est de nouveau un soldat, Guy, qui célébrait Sefer Torah à Kiryat Gat. De nouveau, il arrive vers la zone des combats uniquement avec un pistolet. Là, il arrive à secourir un soldat blessé. Il arrive à abattre un terroriste. Il prend l'arme du soldat blessé et continue le combat. Et finalement, lui-même est blessé. Et quand arrivent des soldats de Tzahal dans la région, il le voit, un civil qui porte une arme, c'est donc une cible, c'est apparemment un terroriste. Et il leur a crié il voulait crier qu'il soit un soldat juif, il n'avait plus la force de crier. Mais les soldats ont vu le tzitzit qu'il portait, et grâce à ça, ils l'ont identifié comme soldat juif, et ça lui a sauvé la vie. Donc, nouveau, le Sefer Torah qui a protégé les soldats du Moutzam Hamezah pour les tzitziot, pour protéger Guy, Am Israël, Chai, et la Torah qui protège. Parlant de la guerre du Kippour, je rappelle que cette conférence était très différente, elle était préparée avant les événements, donc était préparée dans une optique tout à fait différente de ce que je suis en train de raconter aujourd'hui. Alors, je n'ai pas voulu supprimer ces quelques diapos qui arrivent maintenant. J'ai grandi à Strasbourg, ceux qui connaissent Strasbourg reconnaissent l'oratoire du Merkaz, où au côté de la Mizrach, il y a cette plaque en noir qui rappelle la bravoure de deux soldats qui ont grandi au Merkaz à Strasbourg et qui ont été tués et qui ont donné leur vie à la guerre du Kippour, Jean-Benoît Picard et Daniel Veil. Alors, je ne pouvais pas bien sûr faire une conférence sur la guerre du Kippour sans rappeler ces deux soldats de Strasbourg, du Merkaz, et qui sont tombés à la guerre du Kippour. À l'époque, je voulais terminer la conférence en parlant des suites un petit peu de la guerre du Kippour, pas de géopolitique, parce que ça, il y a des conférences qui sont prévues par Anshet Yehuda sur la géopolitique de ce qui s'est passé à l'époque. Dr. Eliezer Chagodowski. Mais je voulais juste rappeler que ce qui s'est passé après la guerre du Kippour, ça avait été un choc dans la société israélienne. On a vu d'un côté Shalom Arshaf qui dit si c'est comme ça, il faut tout lâcher. Il n'y a que des accords de paix qui nous sont bons. De l'autre côté, Gush Emunim qui dit c'est comme ça, alors il faut à tout prix créer des villages dans le Shomron et dans Yehuda, dans la bande de Gaza et dans le Golan, ce qui n'avait pas été fait après la guerre de 6 jours. Il y avait Kfar et Sion, mais le gouvernement n'avait pas du tout décidé de faire de la Hitchashvut, de faire des villages, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la Hitchashvut, du Dab Shomron, du Golan, Khabel Aza, c'était la suite de la guerre du Kippour. En bas, vous avez à droite le Rav Elbaz, toute la droite à Chazara B'Tshuva qui a suivi la guerre du Kippour, de gens qui se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est qu'être juif aujourd'hui en Israël? Et donc des jeunes qui n'avaient pas été élevés dans la connaissance de ce qu'était Am Israël du côté juif sont venus dans les yeshivot. Et à gauche, de notre côté, les Shalom Arshaf, ce qui à lui apprenait les accords d'Oslo, tous les accords malheureux qui ont suivi. Donc il y a eu de très grands bouleversements dans la guerre du Kippour. Après la guerre du Kippour, et on ne peut que prévoir qu'apparemment il y aura de très très gros bouleversements aussi après la guerre Harvot Barzel dans laquelle nous nous trouvons actuellement, sans savoir ni l'issue, ni ce qui va se passer après. On n'est pas prophète, juste on espère d'avancer un cran dans la Géoula d'Am Israël. J'ai amené une des conséquences très pragmatiques, très prosaïques de la guerre du Kippour. À l'époque, les tanks de Tzahal étaient très vulnérables. J'ai expliqué qu'ils étaient en infériorité technologique par rapport aux tanks russes. Il n'y avait pas de système de visée de nuit. Le Shot était un tank qui va fonctionner à l'essence, donc énormément inflammable. Après, on a changé vers un Shot-Cal qui fonctionnait au gasoil, qui est moins inflammable, moins explosif que l'essence.
Et surtout, Israël a développé d'abord un temple, le char Merkava, qui est un bijou technologique avec énormément d'innovations pour sauver les équipages, pour ne plus revenir à cette hécatombe de la guerre du Kippour. Donc, le char Merkava, qui est un char très, très protégé. Je ne vais pas faire un cours sur le char Merkava, juste rappeler le dernier système en date qui a sauvé une cinquantaine d'équipages à Tsuketan, qui est un système qui sait dévier les missiles qui veulent frapper le temple. Là, vous avez le film publicitaire de Raphaël. Ça grandit pas. Vous voyez les deux images. En anglais Trophy. Donc, ce sont les leçons de la guerre du Kippour qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Il faut développer notre temps, il faut développer nos systèmes de protection et faire tout pour protéger les équipages. Aujourd'hui, ces systèmes équipent les drapeaux maintenant qui s'affichent à droite. Ce système équipe l'armée israélienne, l'armée américaine, l'armée allemande, l'armée anglaise. Et c'est le début aussi de ce qui va être après tout le high-tech israélien qui a commencé comme un high-tech militaire aujourd'hui, qui se développe dans le médical, dans la conduite autonome et dans beaucoup d'autres domaines, mais beaucoup de cette startup nation de high-tech est une conséquence des recherches militaires faites comme leçon de la guerre de Kippour pour ramener nos soldats victorieux, mais vivants et en bonne santé, ce qu'on espère à tous les soldats et tous les civils engagés actuellement. Je voulais finir par nouveau dans l'histoire qui se passe aujourd'hui. Alors, malheureusement, Auriel Segal a perdu la vie à Kissoufim, mais il était avec ses copains dans la base de Kissoufim qui a été attaquée par les terroristes qui ont jeté des grenades. Et ses copains racontaient qu'une grenade était jetée sur les soldats et Auriel Segal a pris la grenade et l'a rejetée sur les terroristes. Ils ont une deuxième, il a rejeté et comme ça, il a rejeté 10 grenades l'une après l'autre sur les terroristes en sauvant ses camarades. Malheureusement, finalement, il a été tué par les terroristes. Et peut-être l'héroïne du jour, je pense que tout le monde a entendu parler de Inbal Lieberman, celle qui a compris en tout le monde. Inbal Lieberman, qui est une jeune fille de 25 ans, mais qui est la responsable sécuritaire du kibbutz Nir Am. Et elle, dès qu'elle a reçu une communication qu'il y a des terroristes infiltrés dans la région et qu'il faut mettre en alerte la Kitat Konenut, donc les gens que dans chaque kibbutz, dans chaque village en Israël, il y a un certain nombre de personnes qui ont des armes, qui sont chargées de la première réponse en attendant l'armée en cas d'urgence. Inbal s'est pas contentée de mettre en alerte la Kitat Konenut, elle leur dit venez tous. Armez-vous, et elle les a redonné un plan de combat, elle les a mis en poste autour du kibbutz sur la clôture du kibbutz, et ils ont comme ça abattu 25 terroristes qui ont tenté de s'introduire dans le kibbutz. Aucun terroriste n'a réussi à rentrer, et le kibbutz Niram a été sauvé grâce à l'intervention de cette jeune fille de 25 ans qui a montré une ouverture d'esprit. Elle a compris, je change le mot en français, elle a compris ce qu'il fallait faire et elle l'a fait. Et ce kibbutz Nir Am a réussi à soutenir l'attaque des terroristes. Et heureusement, on n'est pas témoin à ces scènes d'horreur des autres kibbutzim de la région. Parce que la kavod a Inbal Lieberman. On est en guerre. La force de l'Amisraël est une force morale. Une force morale parce que on défend nos civils, on défend notre terre. On continue ce plan d'Akadosh Baruch Hu de ramener Israël sur sa terre après un exil aussi long. Et le moral est haut. Donc je dis, c'est très différent de la guerre du Kippour où le moral était très bas, où le moral était, on va vers une situation totale, l'armée n'arrivait plus à contenir les Syriens. J'ai parlé de Avigdor Kalani et de Tzvika qui ont contenu les Syriens dans le nord, mais dans le sud du Golan,
les Syriens ont réussi à bousculer la brigade 188, à tuer un grand nombre d'officiers et à continuer leur progression vers le sud du Golan, où là-bas les villages ont dû être évacués. Ce n'est pas du tout la situation aujourd'hui, le moral est bon, même si la situation est grave, la situation est très grave. Et j'ai dit, je vais quand même faire cette conférence parce qu'il faut rappeler la force d'Israël. On n'est pas dans cette situation, on ne peut pas être défaitiste. On va gagner, on est fort. Et là, vous voyez des soldats qui s'organisent pour la suite des opérations actuellement. Et parmi ces soldats appelés à la hâte, il y avait un soldat, donc ça devait être le jour du mariage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que la famille de la mariée, la famille du Khatan viennent, et en quelques minutes, sur la base, ils ont fait quelques minutes d'arrêt des préparatifs militaires pour célébrer le mariage. Mazal Tov à Asaf et Rotem. Et c'est ça la force morale d'Israël, c'est-à-dire que ces terroristes, eux, cherchent la mort. Ils savaient en attaquant Israël qu'ils ne s'en tiraient pas vivants. Eux cherchent la mort pour la mort glorieuse. Nous, on cherche la vie. Et donc ce message de vie pendant cette préparation à la guerre, je pense que c'est un des messages à transmettre, puisque ce qu'il faut transmettre, je pense, c'est cette force de l'Israël. Et pas des images. Ne cherchez pas à regarder des images de défaites ou des images de victimes, mais cette image de la force d'Israël. Et bien sûr, ce soutien indéfectible du peuple d'Israël qui salue ces soldats et leur souhaite une victoire rapide et complète sur nos ennemis. Voilà. Alors, j'ai fini cet exposé. Si vous voulez ouvrir le micro, je vais t'inviter à le faire. Je vois sur les images un chevalier qui fume la pipe. Je l'appelais hier pour lui demander s'il n'avait pas revêtu son armure sur son cheval pour partir au combat. C'est pas Shlomo? Chevalier Shlomo. Je vois aussi un ami suisse qui était en Israël jusqu'à Shabbat, qui est donc parti in extremis. Alors, bonsoir à tout le monde et on souhaite à Am Israël beaucoup de courage et à l'armée une victoire totale sur nos ennemis. Surtout pas de défaitisme. Merci. Toda. תודה, אחיאל.